Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. La loi des mesures de guerre, l'état d'urgence, en quelque sorte, vient d'être appliquée ce matin par le gouvernement canadien. Les négociations sont définitivement rompues entre les autorités et les ravisseurs séparatistes du FLQ qui gardent toujours en otage les deux diplomates. La situation est donc très grave. Au Canada, on craint maintenant des manifestations de séparatistes. Nous en reparlerons, si vous le voulez, dans un instant. En France, à Paris, par 382 voix contre 89, l'Assemblée nationale a renouvelé sa confiance à la politique générale du Premier ministre, M. Jacques Chaban-Delmas. Le résultat du scrutin. Nombre de votants, 474. Nombre de suffrages exprimés, 471. Majorité absolue, 236. Pour l'approbation, 382. Contre 89, l'Assemblée a approuvé la déclaration du gouvernement. Daniel Brem, la séance s'est terminée vers les 3 heures du matin, mais auparavant, je crois que le Premier ministre avait repris la parole. Oui, il a repris la parole pour répondre aux questions des orateurs sur les prix, les salaires, la fiscalité, les institutions, enfin toutes les questions qui lui avaient été posées. Mais je crois qu'on peut diviser son intervention en 3 parties. Cette première partie dont je viens de parler, une deuxième partie au cours de laquelle il a noté avec satisfaction que tous les orateurs avaient traité du problème de la qualité de la vie, problème qui, a-t-il dit, se situe au cœur même de la nouvelle société. Et dans sa conclusion, il avait insisté sur le fait que l'Assemblée nationale allait se déterminer après 15 mois d'action gouvernementale de la façon la plus libre et la plus claire, mais en lançant une sorte d'avertissement. Ceux qui y figureront savent qu'il s'agit d'appartenir à une majorité certes fort libre dans ses propos et ses initiatives, mais unie et fidèle, c'est-à-dire courageuse. Il demandait alors aux députés d'accorder au gouvernement une seconde jeunesse. Pour opérer la mutation de la société, comme l'a dit M. Vallon, c'est la volonté et la ténacité qui figurent en première ligne. Je crois pouvoir dire, sans ostentation, que le gouvernement n'en manque pas. Mais il lui faut aussi le support de la majorité. En quelque sorte, ce soir, après une existence laborieuse, parfois tendue, toujours acharnée, toujours exaltante, le gouvernement vient chercher en quelque sorte une seconde jeunesse. C'est à vous, mesdames et messieurs les députés, de décider de la lui donner. En tout cas, sachez, je vous prie, que le gouvernement est bien décidé à tirer toutes les conséquences de votre vote. Bien, Daniel Brem, quelles sont les conséquences que l'on peut tirer maintenant, les premiers commentaires que l'on peut tirer de ce scrutin? Eh bien, très facilement, ceci, c'est que le Premier ministre a obtenu l'appui d'une majorité renforcée. En effet, 382 députés lui ont manifesté leur confiance ce matin, alors qu'on en avait compté 369 il y a 13 mois lors de la déclaration du 16 septembre 1969. Si on regarde l'analyse de ce scrutin, ce progrès est dû, entre autres, au ralliement de M. Louis Vallon, qui était non inscrit, et de M. Drone, qui était PDM, et en même temps au dégel de 7 UDR qui n'avaient pas voté pour le Premier ministre en 69. Par ailleurs, toujours 2 abstentions du côté des PDM, M. Ablin et M. Yvel.
L'opposition de gauche, elle, s'est renforcée de 4 voix. De 85, elle est passée à 89. Mais aucune voix autre que celle de la gauche n'y figure. Les radicaux, qui maintenant sont des non-inscrits, ont voté contre le gouvernement, à l'exception de 4 d'entre eux qui ont préféré ne pas prendre part au vote, c'est-à-dire Mme Tom-Patnautre, M. Perronnet, le successeur de M. Gaillard, M. Lafont et M. Schlesing. Je crois qu'il faut rappeler, alors peut-être maintenant, que le souci du Premier ministre n'était pas tellement d'obtenir sur le plan arithmétique un nombre de voix supplémentaires. Même s'il a fait un appel clair à ceux qui campent à la frontière de la majorité, leur indiquant qu'un attachement sentimental ou des habitudes électorales ne leur interdisait pas de travailler avec le gouvernement. Oui, et quelle était, disons, hier soir, donc dans les couloirs de Palais-Bourbon, l'ambiance générale après ce vote, après ce scrutin, auprès des députés? Eh bien oui, vous avez raison de poser cette question parce que, en fait, lors du 16 septembre, le Premier ministre avait obtenu un beau score. Cette fois-ci, il en a obtenu peut-être un peu meilleur, mais c'était, si vous voulez, la chaleur de l'accueil qui était extrêmement différente. Et il est évident que la façon dont la majorité a accueilli cette fois les déclarations du Premier ministre est très nettement meilleure que l'attitude qui avait été celle du 16 septembre 1969. Bien, merci Daniel Brem. Et nous revenons maintenant à ce problème qui concerne le Canada. Au Canada, où la situation est sans doute l'une des plus graves que n'ait jamais connue ce pays. Puisque, en effet, le gouvernement vient de proclamer l'application de la loi des mesures de guerre. C'est une mesure d'exception appliquée face à un danger d'invasion, un danger de conflit ou d'insurrection. Et toute l'affaire, je vous le rappelle, a pour origine l'enlèvement des 2 diplomates, dont un ministre en exercice, par le FLQ, l'un des mouvements séparatistes du Québec. Le gouvernement canadien, après plusieurs jours de négociations et de réflexion, vient de rejeter presque catégoriquement les exigences des ravisseurs et s'apprête à passer à l'action. Ces mesures d'urgence s'appliquent à l'ensemble du territoire, qu'il s'agisse de Montréal, d'Ottawa, comme ici, ou de Québec. Et des milliers d'hommes de troupes s'apprêtent à fouiller quartier par quartier, maison par maison s'il le faut, mais ne pas oublier que pendant ce temps, dans les facultés et dans les milieux autonomistes, des grèves se dessinent et des manifestations pourraient avoir lieu d'un moment à l'autre. Et toujours pendant ce temps, n'oublions pas que la vie des 2 otages paraît de plus en plus menacée. Le dernier ultimatum, fixé cette fois par le gouvernement, a pris fin ce matin à 7 heures. Et cet ultimatum offrait aux ravisseurs, en échange des prisonniers, des sauf-conduits et une mise en liberté conditionnelle seulement de 5 des 23 détenus du FLQ, objet précisément de l'échange. Alors, voilà la situation telle que se présente à l'heure où nous vous parlons. Il semble maintenant qu'il va s'agir d'une véritable course contre la montre pour sauver les 2 prisonniers, et on pense que les autorités canadiennes savent au moins où se trouve l'un des 2 otages. Voilà donc, je pense que la situation va évoluer assez rapidement avant notre édition de Télésoir. Autre pays déchiré, désorganisé, la Sicile, ou tout au moins Reggio de Calabre, dont les habitants sont toujours révoltés contre le gouvernement. Et pour la première fois depuis 1946, les autorités italiennes viennent ce matin de faire intervenir l'armée. Mais cela ne va pas sans heurts et en ce moment même, de violentes bagarres ont éclaté dans les rues de la ville. Il y aurait des barricades, de nouvelles barricades. En Égypte, on connaît maintenant les résultats du référendum populaire destiné à ratifier l'élection du nouveau président de la République arabe unie. M. Anwar el-Sadat vient donc d'être élu à 90% des voix, 90,4% pour être précis. Le nouveau président doit prêter serment samedi. Il est élu pour 6 années. Je vous rappelle que M. Anwar el-Sadat vient d'assurer l'intérim, et ce dès la mort du président Nasser, et que sa candidature avait été approuvée par les partis politiques égyptiens. Rapidement, revenons pour un temps maintenant à d'autres nouvelles françaises, sociales et politiques. Risque de grève dans les PTT à partir du 26 octobre. L'UNATI, le mouvement de M. Nicou, maintient son ordre de non-paiement des cotisations assurance maladie, alors que la prise en charge du régime hospitalier pour les commerçants et les artisans passe de 95% à 100%. Cette augmentation, je vous le rappelle, était demandée par l'UNATI. En France, et plus particulièrement à Paris,
La semaine passée a été marquée par un mouvement de grève et de revendication dans ce qu'on appelle les grands magasins. Quels sont les principaux problèmes de ces nombreux vendeurs ou vendeuses? Une enquête va nous aider à mieux connaître leurs soucis. Un reportage de François Cornet et Jacques Aubertin. Rester debout 8 heures d'affilée, 6 jours sur 7, sans que l'ensemble de la personne ne trahisse le moindre signe de fatigue, afficher sans cesse un sourire qui, s'il n'est pas toujours sincère, doit être pour le moins accueillant, voici deux des qualités primordiales dont doit faire preuve la vendeuse dans un grand magasin. Si vous choisissez dans l'un de ces rayons un tricot ou un costume, ne vous étonnez pas si ces demoiselles ne se précipitent pas à votre secours. Les pauvres ont parfois autre chose à faire. Entre la manutention, le rangement des petits tiroirs et leurs ongles à faire, elles n'ont pas toujours le temps, comme au début du siècle, de s'occuper de vous. Bien sûr, vous voyez, c'est notre rôle toute la journée. Vous ne vous considérez pas comme une vendeuse? Non, absolument pas, monsieur. On est vendeur, on est caissier. S'il faut aller un manutentionnaire pour aller chercher des colis, on est obligé de le faire. Et en plus, on fait 9 heures de suite pour un salaire tout à fait dérisoire. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce ne sont pas les vendeuses juniors qui sont les plus mécontentes de leurs conditions de travail, mais les plus anciennes. Réserve de patience et de psychologie, dans cette foule se forme parfois une clientèle qui leur est fidèle. Avec la suppression du jour de congé, du jour de fermeture du lundi. Et nous manquons vraiment de personnel à temps complet et qualifié. On met un vendeur, moi personnellement je fais ça à temps partiel, on m'emmène le transistor télévision et sans aucune préparation aucune. Alors vous allez essayer de vendre un poste de télé, essayer de les conseiller alors qu'en fait vous ne les connaissez pas plus qu'eux. Mécontents, ils sont ensemble descendus dans la rue. Ils étaient 10 000 mardi dernier à manifester. Ce qu'ils demandent, l'amélioration de leurs conditions de travail, l'application de leurs conventions collectives au personnel des administrations, l'établissement de leur retraite à 60 ans et surtout une augmentation de salaire de 10%. Ce que j'en pense, la première chose, c'est surtout nos conditions de travail qui sont inacceptables. Parce que on nous retire du personnel à temps complet. Nous sommes que très peu d'anciennes. Et j'estime qu'au bout de 25 ans de maison, monsieur, j'ai ma feuille de paye sur moi, je peux vous montrer que je n'ai pas 100 000 francs de salaire de base. Alors nous estimons que déjà nous pourrions avoir 100 000 francs d'appointement dès le départ quand nous rentrons dans un grand magasin comme vendeuse. Je suis vendeuse 6e catégorie et j'estime que la 6e catégorie c'est la plus haute catégorie pour une vendeuse. J'ai 10 ans de Galerie Lafayette, je rentre dans ma 11e année et j'estime qu'avec 11 ans de référence de vendeuse dans un grand magasin et 6 ans de référence dans un autre magasin d'avant, j'estime qu'on pourrait gagner au moins 150 000 francs par mois à l'époque où l'on vit. Devant ces revendications, l'organisation patronale des grands magasins a proposé aux organisations syndicales une augmentation des salaires de 3% à l'ensemble des personnels à compter du 1er octobre dernier. Ces propositions n'ont pas été acceptées par le personnel. Néanmoins, les grands magasins ont décidé l'application unilatérale de cette augmentation. La Direction régionale du travail et de l'emploi a convoqué pour demain une commission paritaire en vue de résoudre le conflit. Et cet après-midi, il y a une réunion de tous les syndicats, donc des grands magasins, pour envisager une éventuelle extension du conflit, non seulement à Paris, mais en province. Le temps maintenant, bien, il est un peu tard peut-être pour vous conseiller de vous vêtir chaudement. Vous avez sans doute remarqué qu'on sentait déjà l'approche de l'hiver. La météo, d'ailleurs, connaît quelques difficultés, mais des difficultés d'ordre social, puisque ce matin, le personnel du service central de Paris est en grève, et ce jusqu'à lundi. Et ce, le personnel n'ayant pu obtenir satisfaction concernant des problèmes de salaire. Cela dit, il fait froid donc, mais je ne peux pas vous en dire plus, au moins jusqu'à lundi, date de la grève. Je crois pouvoir vous dire quand même que ce temps froid est annoncé au moins pour un jour ou deux. En tout cas, l'hiver, cette période difficile, sur le plan physique et bien souvent matériel, est surtout ressentie par les personnes âgées. Et à ce propos, il faut remarquer une initiative prise par un organisme de tourisme et de vacances qui permet aux retraités de prendre gratuitement quelques jours de congé en octobre. En octobre, il y a de belles journées un peu partout en France et en Corse notamment, où se déroulait ce voyage assez inhabituel, voyage suivi pour information par Claude Carré et Fernand Gentil.
Ce sont des retraités, des personnes du troisième âge, comme l'on dit, des plus de 65 ans, et ils sont plus de 6 millions en France. 350 d'entre eux, invités par le Club Méditerranée, passent en ce moment 15 jours de vacances en Corse. But de cette initiative, permettre aux personnes âgées de prendre des vacances, comme tout le monde, et bien sûr, utiliser les installations du club pendant la période creuse de l'hiver. Pour que à l'avenir, d'autres personnes puissent prendre des vacances, les dirigeants espèrent obtenir des subventions des caisses de retraite ou de la sécurité sociale. Autre idée, des retraités pourraient enseigner leur métier à des jeunes dans les villages de vacances installés dans des pays en voie de développement, car être à la retraite, c'est parfois une longue attente. J'ai pas pensé que j'étais en retraite, si vous voulez. Les vacances se sont prolongées comme ça. La première année, c'est ça. Je n'ai pas pensé que j'étais en retraite. Et maintenant? Et maintenant c'est plutôt maintenant que j'en souffre. Mais il y a que 3 ans que je suis en retraite, il n'y a pas très longtemps. Donc maintenant, vous souffrez de la retraite? C'est ça, oui. Enfin, pourquoi? ça dépend des jours. Ça dépend des jours. J'ai l'impression d'être inutile. Et ça me gêne d'être inutile. Pourtant, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie. J'ai eu beaucoup d'enfants, tout. Mais si je peux voyager, évidemment, si je pouvais. De temps en temps, j'aimerais sortir de cette atmosphère-là. Parce que c'est pas emballant pour une femme, le ménage, il faut dire, à moins qu'on aime ça, vraiment. Moi, il y a peut-être des gens qui aiment astiquer toute la journée, enlever un grain de poussière, qu'il n'y en ait pas une, pas un petit grain de ça. Moi, j'aime mieux aller au jardin quand il fait beau, par exemple. Ça, j'aime ça. Même pêcher, enfin, faire des choses qui m'occupent manuellement beaucoup et au grand-père. Plaisir calme de la retraite, mais 15 ans ou 20 ans sans occupation, est-ce vraiment l'âge d'or? L'âge d'or, c'est très bien, mais quand on n'est pas préparé à la retraite, eh bien j'ai été pendant 6 mois où je ne trouvais pas d'occupation, où je ne trouvais rien. Et j'ai trouvé le jeu de la pétanque qui m'a vraiment donné une occupation. D'abord, il faut toujours avoir une occupation. Je plains l'homme inactif. Si on n'a pas une activité quelconque, on s'ennuie et c'est la fin. Depuis déjà maintenant plus d'1 an et demi, nous sommes vraiment à la retraite complète. Mais ça ne pose pas de problème pour nous. Nous avons peut-être suffisamment de curiosité d'esprit et suffisamment d'esprit sportif pour trouver le temps passe très vite, à nous occuper soit d'aider nos petites filles dans leurs études, depuis mathématiques modernes jusqu'à la littérature, nous occuper de lire des revues, nous occuper de continuer à pratiquer le ski, de pratiquer la natation, d'aller des distractions culturelles, d'apprécier la nature, le week-end, de voir tout ce que nous n'avons pas pu voir. Nous avons une existence qui est suffisamment active pour qu'elle détonne peut-être avec le mot retraite. Et avec le mot qu'on emploie dans les services nationaux, l'inactivité. C'est pas du tout ça. Et oui, sous cet aspect de détente et de soleil et de voile, reste posé ce fameux problème du troisième âge. Actualité littéraire maintenant, la saison des prix, vous le savez, va bientôt commencer, et en prologue, en quelque sorte, France Nespo, vous nous présentez un ouvrage, et sans lauréat, l'ouvrage a remporté le prix de la coopération. Et c'est un prix, somme toute, très important qui touche le monde rural. Oui, en l'occurrence, justement, Jean-Pierre, qui touche le monde rural. Et j'ai choisi ce prix parce que ce prix, assez mal connu, est destiné à récompenser tout ouvrage traitant du domaine de la coopération. D'ailleurs, je signale à ceux qui seront intéressés par ce prix que s'ils veulent y participer, ils peuvent écrire à son jury, 89 rue de la Boétie, à la Fédération nationale des coopératives de consommation. Le lauréat aujourd'hui est Paul Houet, qui a 39 ans, qui est sociologue et spécialiste du monde rural et agricole. Alors, Paul Houet, je voudrais vous demander en première question, puisque votre ouvrage en traite, quel est l'avenir des campagnes françaises? Et je crois que beaucoup de personnes seront intéressées par vos réponses. Je ne suis pas prophète, je ferai simplement 2 constatations qui me frappent actuellement. D'une part, l'étonnante diversité des campagnes françaises. Autre chose, la campagne du nord ou du bassin parisien, fortement industrialisée, et autre chose, ma campagne bretonne à forte production animale. Autre chose également, une campagne encore avec une certaine densité de population, telle que les Côtes du Nord chez nous, ou une région à faible densité, je pense à la Creuse, au centre, etc. Je crois que cette diversité de situations appelle des diversités de politiques et que c'est à chaque région qu'il appartient de trouver la réponse à son problème.
Et justement, je voudrais vous demander quelle est la place de la coopération dans cette perspective. Je crois que face au découragement qui gagne actuellement les campagnes, l'essentiel c'est que les gens trouvent d'abord en eux-mêmes les ressources qui leur permettront d'affronter leur avenir et de maîtriser leur destin. Autrefois, on l'a trouvé en mettant en place des syndicats, des coopératives, des caisses de crédit et de mutualité. Aujourd'hui, nous mettons en place des grands complexes économiques. Demain, il faudra inventer de nouvelles formes coopératives. L'essentiel, c'est l'inspiration coopérative, autant que les entreprises qui l'animent. Est-ce que vous pourriez justement, en conclusion, faire le point sur ces techniques d'animation dont nous parlions tout à l'heure? Oui, on en parle beaucoup actuellement. Je crois que ce n'est pas de Paris qu'on pourra trouver toutes les solutions pour cette diversité des campagnes. C'est à chaque population de trouver elle-même les moyens de répondre à son avenir. Pour cela, il convient donc que nous trouvions des moyens pour que la population puisse s'exprimer dans son propre langage à elle, qu'elle puisse faire son 6e plan par ses moyens à elle. Et je crois qu'actuellement, nous aurions beaucoup à apprendre en ce sens des techniques qui sont pratiquées en Afrique ou en Amérique latine. En tout cas, pour ma part, c'est à quoi je m'emploie actuellement. Nous ne pouvons pas systématiser ces expériences. Elles se déroulent un peu partout en France. Il y en a une centaine. Il sera encore trop tôt de vouloir en dégager des conclusions. Je vous remercie, Paul Houet. Et je rappelle une chose importante, je crois, pour votre ouvrage, c'est que c'est le premier ouvrage à la fois très concis et très complet qui indique ce qui s'est passé dans le monde agricole et rural depuis une centaine d'années et qui donne une liste très précise des structures économiques et sociales dans ce domaine. Je crois qu'il intéressera beaucoup de personnes. Et je rappelle donc que c'est un ouvrage de Paul Houet qui a reçu le prix de la coopération et qui est édité aux éditions Cujas. Bien, merci monsieur, merci France Nespo. Nouveau chapitre dans le dossier des détournements d'avions. C'est à bord de cet appareil, un Antonov 24 de l'Aéroflot, autrement dit de l'Union soviétique, qu'une hôtesse de l'air a trouvé la mort tandis que 3 membres de l'équipage étaient également blessés. Ce détournement vient donc d'avoir lieu pour la première fois en Union soviétique. L'appareil s'est posé en Turquie et les 2 hommes, des Lituaniens, le père et le fils, sont maintenant gardés par les autorités turques. Je voudrais maintenant faire un très léger retour dans le temps, dans l'actualité, pour vous poser la question suivante. Qui était le général Ojukwu? Peut-être pour vous remettre en mémoire, oui, le général Ojukwu, ce leader de l'ex-Biafra, réfugié après sa défaite dans un petit village de Côte d'Ivoire, et il vient ces jours-ci d'accorder pour la première fois une interview à des journalistes. Et cette interview, vous l'entendrez au cours de l'émission d'information première, le Club de la Presse, émise en direct de l'hôtel Georges V à Paris à 21h20. Et c'est en effet à une actualité très vite oubliée et qui avait pourtant occupé rappelez-vous, pendant de longs mois, la une de tous les journaux du monde, que sera consacré ce soir le Club de la Presse d'information première. Alors, qu'est devenu ce petit territoire sur la carte du monde qu'on appelait Biafra? Eh bien, pour le savoir, nos envoyés spéciaux, les envoyés d'information première, des journalistes, des médecins, se sont rendus récemment sur place et ils apporteront ce soir leur témoignage. Parmi eux, Jacques Danois de l'UNICEF, Ibrahim Signaté de la revue Jeune Afrique, Bernard Couret, journaliste indépendant, et le révérend père Kennedy. Des reportages filmés ces jours derniers dans l'ex-Biafra serviront de sujet de discussion à laquelle son Excellence, l'ambassadeur du Nigeria à Paris, a accepté de participer. D'ailleurs, vous pourrez participer vous-même au Club de la Presse en appelant dès ce soir à 21h SVP 1111. 21h SVP 1111. Et pour terminer maintenant cette édition, voulez-vous une chronique sur les arts et qui est en même temps d'ailleurs, disons, une invitation au tourisme. En effet, le peintre Fernand Léger possédait une ferme en Normandie près de Livaro et cette ferme, décorée par ses soins, est ouverte depuis peu au public. Un reportage de Jean-Pierre Anquiri. Si vos affaires ou vos loisirs vous conduisent du côté de Livaro dans le Calvados, n'hésitez pas à pousser jusqu'à Lisor visiter la ferme musée de Fernand Léger. Au milieu de prés et d'arbres, dans un paysage doucement vallonné, s'élèvent les bâtiments restaurés avec amour. Nadia Léger nous dit combien le peintre y était attaché. Il se sentait heureux ici. Et alors, il dessinait beaucoup, il faisait tous ses gouaches, presque tout ce tableau, il commençait ici. Donc, vous voyez, la ferme, c'est pour lui une chose principale dans sa vie. Certes, il existe déjà un musée Fernand Léger à Biot, dans les Alpes-Maritimes.
Mais en ouvrant au public cette ferme, il s'agissait de resituer l'artiste dans sa province natale de Normandie et son œuvre dans les lieux mêmes où elle a été conçue. Et c'est ce qu'ont voulu Nadia Léger et Georges Bocquier, le plus proche collaborateur du peintre. Nous avons voulu montrer ici les diverses facettes de sa création et surtout nous orienter vers ses recherches murales. Il y avait deux volets à son art, la peinture de chevalet d'une part, et ce qu'il voulait réaliser surtout, c'est apporter la couleur dans le monde. Il fallait des matériaux durables et là, il y a des divers échantillons de ses recherches, depuis les fontes émaillées, la mosaïque, la céramique, les vitraux et l'art d'intérieur aussi avec les tapisseries. Vous m'avez dit ce n'est qu'un commencement, vous avez donc des projets. Nous envisageons de faire des murs poèmes dans les herbages, nous envisageons aussi de placer de très grands bronzes et je rêve, en ce qui me concerne, de donner dans ces herbages ici de très grands spectacles et j'envisagerai même un grand spectacle de ballet donné dans les prés, ce qui pourrait être une chose intéressante pour la région, j'espère. Une grande rétrospective Fernand Léger est annoncée pour l'année prochaine à Paris. Essayons en attendant de rappeler quelques étapes importantes de l'évolution du maître. Sous l'influence de Cézanne et du cubisme naissant, Léger recherche un nouvel ordre pictural. Plus de perspectives, de clair-obscur, de raccourcis, de trompe-l'œil, mais du rythme, des formes élémentaires, cercles, cylindres, qui structurent les personnages. Cette toile, Les Fumeurs, date de 1911. Femme dans un intérieur, 1922, j'avais cassé le corps humain, a confié Léger, alors je me suis mis à le recomposer, à retrouver le visage. Les Plongeurs, 1942. Fernand Léger ici a maîtrisé sa vision, art monumental, hiératique, qui renvoie à la plus haute antiquité. Mais derrière l'apparente immobilité, un souffle de vie mystérieux donne à la composition l'élan du mouvement. Les belles cyclistes appartiennent à la même époque. Les constructeurs, 1950, j'ai voulu rendre, explique Léger, le contraste entre l'homme, l'ouvrier et toute cette architecture métallique. La partir de campagne, 1953, ici la paix règne, l'accord fraternel s'est établi enfin entre les êtres et les choses. Cette confiance, cette certitude, Fernand Léger l'exprime aussi dans sa série des cirques. En tout cas, cet hiver, un but de promenade de la ferme de Fernand Léger, si bien sûr vous n'habitez pas trop loin de Livarot. La Bourse de Paris maintenant, et nous rejoignons immédiatement en direct Gérard Vidalanche. La Bourse de Paris a le sourire aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est la visite de clubs féminins, de clubs d'investissement qui ont du reste visité le studio de télévision. Quoi qu'il en soit, la tendance est bonne. Sans doute, bien sûr, le marché a-t-il bien accueilli les déclarations de M. Chaban-Delmas hier. Déclaration qui confirme que nous allons connaître une expansion soutenue grâce à un effort d'investissement important, grâce également à nos succès à l'exportation et également grâce à une certaine reprise de la consommation, évidemment, qui se fait encore un peu lente du côté des grands magasins. Quoi qu'il en soit, il y avait un événement très important ce matin, c'est l'accord intervenu entre le Crédit Lyonnais et la Commerzbank. Le Crédit Lyonnais, vous le savez, c'est le deuxième établissement bancaire avec 1800 agences. La Commerzbank, c'est la troisième banque allemande, avec 800 agences. Alors, est-ce que ce sont des fiançailles, un mariage? Non, il s'agit tout simplement d'un accord de coopération, mais très important car c'est le premier pont, si vous voulez, franco-allemand dans le domaine bancaire. C'est une création originale car, en effet, il s'agit d'un côté d'un établissement nationalisé et de l'autre d'un établissement privé. Il y a déjà eu des exemples d'entente de la sorte, puisque vous savez qu'en France, Renault s'est associé avec Peugeot. Alors, il y aura un réseau européen bancaire avec des prolongements mondiaux, si bien que lorsque vous vous rendrez en Allemagne, eh bien, vous pourrez avoir les mêmes services dans une agence de la Commerzbank que dans une agence du Crédit Lyonnais. Il n'y aura pas de prise de participation entre les deux banques. Les deux établissements conserveront leur personnalité et leur autonomie financière. Et puis là aussi, ce qui est important, c'est que cette coopération reste ouverte à d'autres partenaires et il y a donc certainement des possibilités de développement de ce réseau bancaire. Alors pourquoi ces deux établissements se sont-ils réunis? Eh bien tout simplement, il faut faire face à l'implantation des banques américaines en Europe. Il y a un défi américain à relever et je crois que cette initiative est importante. Il y a eu déjà, vous savez, des précédents de coopération franco-allemand. Il y a la Höchst, par exemple, qui s'est associée à Roussel-Uclaf dans le domaine des laboratoires pharmaceutiques.
Et également, il y a eu Rhône Poulain qui a, il y a quelques années, signé un accord important avec Bayer. Quelques hausses aujourd'hui. Il y a eu la LMT, le matériel téléphonique filiale du groupe américain ITT qui s'est distingué avec une hausse de près de 4%. Vous avez vu les cours de Mokhtar. Et puis alors surtout les banques, comme vous le voyez sur votre écran, les banques qui ont monté, comme la Banque de l'Indochine, 354,50 contre 349. Autre événement, hier aux États-Unis, il y a eu l'inauguration de la seconde usine d'aluminium de Péchinet. Je reviens justement des États-Unis. Je peux vous dire que cette inauguration fait beaucoup de bruit aux États-Unis car Péchinet vient de réaliser une percée tout à fait remarquable sur le marché américain. En effet, les sociétés exploitantes de Péchinet aux États-Unis représentent d'ores et déjà un chiffre d'affaires de 250 millions de dollars, c'est-à-dire 1,4 milliard de nos francs, ce qui représente environ le 5e du chiffre d'affaires de l'ensemble du groupe Péchinet. Et il faut dire que la nouvelle usine qui vient d'être, voici le cours de Péchinet, du reste qui a monté en séance, cette usine bénéficie de la dernière technique française qui est très appréciée aux États-Unis et il s'agit donc d'une deuxième usine, la première est d'ailleurs la plus importante usine d'aluminium aux États-Unis avec une capacité de 235 000 tonnes d'aluminium, tandis que celle qui a été inaugurée près de Washington a une capacité de 75 000 tonnes. Vous voyez que d'autres valeurs françaises ont monté, notamment Hachette. Les valeurs internationales sont plus calmes, bien que New York, hier, se soit ressaisi. L'Union minière a bénéficié d'un marché très animé. Vous voyez, on a gagné 2,50 francs aujourd'hui. En revanche, on est beaucoup plus calme sur le marché de l'or. Il y avait eu une certaine tension ces derniers jours. Eh bien, le marché est moins étoffé aujourd'hui. Hier, on avait fait 4 millions de chiffre d'affaires sur le marché de l'or. Aujourd'hui, ce chiffre est certainement inférieur. Quelques nouvelles financières tout de même importantes. Il y aura des distributions d'actions gratuites sur 3 sociétés. Industriel et maritime, 1 pour 9. Transports départementaux, 1 pour 6. Et Salins du Midi, 1 pour 5. C'était la tendance de la bourse, donc une bonne tendance. À vous les studios. Eh bien, merci Gérard Vidal. Je vous rappelle, avant de terminer cette édition, les 2 informations les plus critiques de cette matinée. État d'urgence proclamé au Canada. Toutes les polices et tous les policiers recherchent maintenant les 2 otages, alors qu'on s'attend à des manifestations séparationnistes. Tandis qu'en Sicile, à Reggio de Calabre, on se bat dans les rues entre donc les manifestants et la troupe armée. Entre militaires, autrement dit, et Siciliens. Voilà nos prochains rendez-vous d'information ce soir, bien évidemment. En attendant, merci de nous avoir écoutés pour cette édition de Télémidi. Au revoir.